Le duché de Savoie était un deal qui a été donné à la France pour le remercier d'avoir sécurisé la frontière nord et de faire ce qui allait devenir l'Italie l'année d'après, en Et donc, 1861. vous êtes en train de dire, en 1860, la Savoie est annexée par la France, c'est cela. Ah, Et ouais. on est en train de découvrir, est-ce qu'en d'autres termes, ça veut dire que, je ne sais pas si je vais bien le dire, c'est un État des Blancs colonisé par des Blancs. Exactement. Et c'est là où on rigole beaucoup dans notre gouvernement parce que vous savez qu'on a trois personnes très importantes d'Afrique, hein, dont notre garde des Sceaux que vous connaissez. Donc là, le problème ici de la Savoie, c'est que ben, c'est le même que le problème donc africain. D'ailleurs, nous avons été colonisés, enfin, la Savoie a été colonisée par la France, tout comme elle a colonisé le Mali et plein d'autres pays, Sénégal, etc., tout en Afrique. Et exactement le même problème. Notre problème, c'est que nous sommes juste collés, la frontière contre frontière. Donc des Blancs peuvent être colonisés par des Blancs. Et quand je parle de colonisation, ça a été destruction des peuples, ça a été génocide des peuples à l'époque, hein, durant extinction de l'histoire, viol, enfin, tout ce qu'on a comme bondieuserie ou satanisme plutôt qu'on a dans les colonies. La France est en train de ruiner la Savoie. Elle ruine les entreprises, elle ruine les individus, elle nous prend tous nos droits au niveau du travail, au niveau de la liberté d'expression, au niveau de la justice. La justice est totalement corrompue, enfin, à 80% corrompue, parce que heureusement, il y a des juges encore qui sont intègres, mais ils se jugent entre eux, donc peu importe. Les réseaux de pédocriminalité aussi, on n'en parle pas, j'irai pas trop loin là-dessus, mais il y en a aussi évidemment pas mal ici. Donc, enfin, et on a toutes ces adresses, on a tout ça, ils savent qu'on sait, y compris dans le milieu justement de la magistrature. Donc en fait, on se retrouve avec un système qui est totalement corrompu, une justice qui ne se fait plus, qui est aux ordres on va dire de l'exécutif. Il y a plus de respect de rien. Donc ce que l'on voit, ce que vous assistez en France là, nous on le subit. Mais on a une chance que n'ont pas pour l'instant les Français, c'est que les Savoyards peuvent dire non à ça dans le cadre du droit international. Donc on réinstalle le gouvernement, une plateforme qui permet à tous les Savoyards de justement dire, voilà, on dit non, on a le droit de dire non. Vous voulez envoyer nos enfants en Ukraine avec le personnage, là, je n'ai même pas envie de dire son nom, pas tellement, je pense qu'il n'y a, il y Enfin, a- il y a jamais eu vous êtes en personne qui train de était vouloir parler, vous parlez d'Emmanuel Macron, c'est ça? voilà, mais qui est en train de préparer d'envoyer des jeunes en Ukraine pour aller se battre contre la Russie. La Russie est un pays frère. La Russie est un pays qui a sauvé la France et du temps de Napoléon aussi, etc. C'est un pays qui a apporté, après la guerre en 46, de la nourriture parce que les Français mouraient de faim. Donc, et plein d'autres choses. On a un partage culturel avec la Russie qui est énorme. Moi-même, en tant que représentant donc, de la bannière de la paix qui vient de Russie et qui est un traité, un protocole de la Haye de 1954 que tous les pays ont signé. Et là, on va envoyer des Français pour aller taper sur un pays qui a perdu plus de 20 millions d'hommes pour combattre le nazisme. C'est la Russie qui a vaincu le nazisme. Et aujourd'hui, on va aller soutenir un régime nazi qui est le régime ukrainien. Non, mais on est tombé sur la tête. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur RCT. Merci de votre fidélité. Avec moi sur ce plateau, Thierry Bécourt, président de l'État de Savoie, qui va nous parler de l'indépendance et de la souveraineté de son État. Comment et pourquoi? Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, monsieur Christian Perrin, et merci en fait de cet accueil que vous nous offrez, et puis cette opportunité de parler d'un sujet qui est assez étonnant parce qu'il est unique au monde là maintenant, et on va avoir donc l'occasion d'en discuter ensemble. Donc, un grand merci à vous. Merci, Monsieur le Président, d'avoir accepté notre invitation.
Il y a de cela un an ou presque, plus précisément le vendredi 27 octobre 2023, vous déclariez solennellement l'indépendance et la souveraineté de votre État, l'État de Savoie, bien entendu, sous le haut patronage de la comtesse Catherine de Limbourg-Stirum. Une déclaration, disiez-vous, au nom du peuple de l'État de Savoie. Ma question, un an après cette déclaration, peut-on désormais parler d'une indépendance effective? Sinon, que reste-t-il encore à faire? Alors, une indépendance effective, non, effectivement non, parce qu'en fait, c'est une démarche, cette déclaration d'indépendance, c'est une démarche en droit international qui nous permet de mettre en place des outils juridiques qui vont nous donner la légitimité pour justement mettre cette indépendance en place. Alors, pour donner une petite idée, le fait d'avoir fait cette déclaration nous permet donc d'agir en tant que gouvernement, parce que de fait, nous avons mis sur pied un gouvernement légitime et qui donc nous permet d'avoir la même structure protocolaire que n'importe quel État, avec des ministres, des directrices de cabinet, des ambassadeurs, des chargés de mission, enfin, etc., etc. Et un président. Alors, il se trouve que le président, en fait, c'est une présidence, hein, et qui est animée par trois personnes, donc qui est moi-même. Vous avez fait état de Madame la comtesse Catherine Limbourg-Stirum, et aussi, donc, en troisième personne, le garde des Sceaux, donc Dominique Kunku, que vous Alors, connaissez. évidemment, lorsque vous déclarez, par exemple, le peuple de Savoie et sa nation sont de retour sur la scène internationale et dont le concert des nations par sa déclaration d'indépendance. Il s'agit ici réellement de l'indépendance que vous exigez, la souveraineté, ou c'est simplement l'autonomie politique et culturelle? Oui, alors, justement, pour ça, je pense il faut remettre un petit peu les choses dans le contexte. Tout à fait. Euh, je ne veux pas faire un cours d'histoire. Rassurez-vous, pour ceux qui en sont un peu allergiques à ces disciplines, en fait, il s'agit simplement de replacer les choses dans le contexte. La Savoie, telle qu'on l'appelle aujourd'hui, quand on entend parler, enfin, en fait, en tout cas pour les ressortissants français et puis ceux qui sont autour, aujourd'hui, la Savoie, c'est deux départements. Il y a le département français, en l'occurrence, le département de Haute-Savoie et le département de Savoie. Et on parlera aussi du comté de Nice, qui est encore une autre chose. Et en fait, les gens ne conçoivent en fait que la Savoie en tant que des départements français. Bon, il faut savoir que la Savoie était en fait un comté, donc avait donc un peuple, une frontière et une méthode de gouvernement qui était en fait à l'origine en l'an 1000, bon, des seigneurs, c'était aristocratique, sous forme de comté. En 1000 et quelque chose, 1003, 1120, tout au début, donc ça fait plus de 1000 ans. Donc il y a eu un comté qui a été Pardon, pendant que transformé. vous évoluez là, vous êtes en train de nous dire que la Savoie, c'est un État qui a déjà 1000 ans, c'est ça? 1000 ans C'est un d'existence. État, voilà, et c'est là où je souhaite remettre bien les choses dans le contexte historique, parce qu'il ne s'agit pas en fait d'un mouvement indépendantiste, autonomiste, qui a décidé de se séparer d'un pays déjà existant depuis des siècles ou plus. En fait, il s'agit bien d'un comté qui a été transformé en duché en 1416 selon l'histoire, hein, qu'on peut plus certainement bien attester, et qui en fait était au moment de l'annexion, c'est-à-dire en 1860, un duché qui existait depuis 1000 ans, avec des frontières, un peuple et un gouvernement. Qu'il soit aristocratique ou pas, il y a loin, il n'y a pas que les républiques, et d'ailleurs, on aura certainement l'occasion d'en parler. Il s'agit de la définition du traité de Montevideo de 1933, qui définit un État, c'est-à-dire une frontière, un peuple pérenne et une population pérenne, et puis un gouvernement, c'est-à-dire un système qui soit aristocratique, qu'il soit dire, démocratique ou autre, ou autoritaire, peu importe. Il s'agit d'un système de gestion de population. Ça, ce sont les trois critères de base pour définir un État. Et ça l'est toujours. Donc, cet État existait. En 1860, ce fameux duché dit duché de Savoie. Alors, pourquoi Savoie? C'est la famille de Savoie. La famille de Savoie
a été très importante dans ce que l'on appelle le Piémont-Sardaigne, qui est devenu ensuite l'Italie. Pour la petite anecdote, l'Italie est née en 1861, un an après le traité d'annexion de 1860 du duché de Savoie. Donc le duché de Savoie était vraiment une autonomie de nation, hein, une nation qui s'appelait un duché, voilà. Et en fait, il y a eu un fait historique où le duc, celui qui était à la tête du duché de Savoie, Emmanuel II, en fait, souhaitait réunir le Piémont-Sardaigne, ce qui allait devenir l'Italie. La fameuse botte, là, quand on le voit vu d'Afrique, hein. Et en fait, pour cela, il avait besoin de sécuriser sa frontière nord. Au nord de l'Italie, il y avait ce qu'on appelle la Prusse, bon, qui est devenue l'Allemagne en 1970 ou 71, non, en 1800, pardon, 1870-71. Et avant, c'était la Prusse. Donc à ce moment-là, il fallait sécuriser la frontière et il fallait beaucoup d'hommes, c'est-à-dire en gros 200 000 personnes. La seule armée qui pouvait avoir 200 000 personnes à l'époque, en 1860, c'était l'armée française avec Napoléon III. Napoléon III a dit OK, sans savoir si c'était bien d'aller tuer ce qu'on appelle la bataille de Solferino et de Magenta. Ça a été une des pires boucheries qu'il y a eu dans les guerres de l'époque. Enfin, maintenant, on fait pas mieux que la Palestine, mais enfin, bon, c'est encore bien pire, mais bon, c'est un autre problème. Et en fait, ces gens-là n'hésitent pas à massacrer la population. Voilà. Donc, ils ont fait ça pour vérifier pour sécuriser les frontières du Piémont-Sardaigne, mais en échange, Napoléon III a demandé le duché du duc de Savoie. Et donc, il y a eu ce fameux traité de 1860 qui suite à cette guerre de sécurisation des frontières du Piémont-Sardaigne, en fait, a été un deal. Donc, le duché de Savoie était un deal qui a été donné à la France pour le remercier d'avoir sécurisé la frontière nord et de faire ce qui allait devenir l'Italie l'année d'après, en Et donc, 1861. vous êtes en train de dire, en 1860, la Savoie est annexée par la France, c'est cela. Ouais. Et on est en train de découvrir, est-ce qu'en d'autres termes, ça veut dire que, je ne sais pas si je vais bien le dire, c'est un État des Blancs colonisé par des Blancs. Exactement. Et c'est là où on rigole beaucoup dans notre gouvernement parce que vous savez on a trois personnes très importantes d'Afrique, hein, dont notre garde des Sceaux que vous connaissez, hein, bien pour l'interroger régulièrement. Donc Dominique Kounkou, qui est notre ministre Garde de des la Sceaux. justice. Hein, de la justice et garde des Sceaux. Et ensuite, on a deux autres personnes, enfin même plus que ça, parce qu'on a des ambassadeurs aussi africains, on a plus que ça, oui, on a au moins cinq Africains, une du Mali, bon, qui est très importante au Mali. Je ne dis pas son nom pour l'instant, parce on garde un peu Tout à fait, oui, bien sûr. quelques bottes secrètes. Et après, on a la République du Congo, la République démocratique du Congo, Cameroun, Côte d'Ivoire. Donc, on a différentes personnes qui viennent du continent africain. Alors, ça s'explique très Mais bien. qu'est-ce qui peut justifier ce choix-là de ces personnalités africaines, simplement pour avoir vécu la même histoire, c'est ça? Ben, c'est-à-dire que nous, en fait, la Savoie fait partie de la francophonie. D'ailleurs, le français vient à l'origine en grande partie de la Savoie. Mais bon, c'est encore un autre point, mais la langue française. Mais donc, il y a la francophonie qui, tout compte fait, est la démonstration de la colonisation de différents pays. Ces gens qui... attendez, je renvoie un appel. Ces gens qui, tout compte fait, euh, comment dire, parlent français et qui deviennent francophones. On regarde bien, ce sont tous des pays qui ont été annexés aussi d'ailleurs, mais annexés par la France. Et la Savoie, en fait, l'a été. Pourquoi elle l'a été? Parce que il y a eu il y a eu sept invasions dans l'histoire de la Savoie depuis l'an 1000 par la France, puis la République française. Bah, parce que pourquoi c'était très intéressant dans la mesure où il y a énormément de richesses en eau. Il faut savoir que la Savoie, c'est à peu près 50% de l'eau douce de France.
Alors, on a du pétrole, c'est bien, mais quand on n'a plus que du pétrole, on ne peut pas vivre. Quand on n'a plus que de l'eau, on continue à vivre. Donc l'eau, c'est la première richesse qu'on peut avoir pour se maintenir en vie. Donc les enjeux économiques sont énormes. Donc la première richesse en eau, puis après, évidemment, au Moyen Âge, c'était pas le cas, mais aujourd'hui, ben, c'est ce qu'on appelle l'or blanc, c'est-à-dire c'est là où on a le plus de stations de ski qui ramènent évidemment énormément d'argent. Après, on a les usines de décolletage. Enfin, la Savoie est un pays qui a été 1000 ans tout seul, a réussi à vivre seul, sous forme de duché, et l'un des pays les plus riches d'Europe, voire à un moment, au niveau de son histoire, le plus riche d'Europe. On a des centaines de châteaux. C'est un pays très, très riche. Et je parle d'un pays, pas d'une région. Et quand évidemment ça a été repris, quand je dis pays, c'est qu'on peut vivre totalement en autonomie. Il y a des régions qui réclament leur autonomie, mais qui ne peuvent réclamer qu'une autonomie culturelle. Ce que l'on défend totalement, moi le premier, l'autonomie culturelle. Bon, je suis président du Cercle international de la bannière de la paix à Genève, et l'objectif c'est la paix par la culture comme facteur de paix qui est un traité international de la haie de 54, qui a été mis en main par un Russe, donc le lien aussi avec la Russie que nous avons, hein, qui est très proche, et qui s'appelle donc Nicolas Yorik. Et en fait, ce principe, c'est nous nous enrichissons par nos différences. Donc là, le problème ici de la Savoie, c'est que ben, c'est le même que le problème donc africain. D'ailleurs, nous avons été colonisés, ben, la Savoie a été colonisée par la France, tout comme elle a colonisé le Mali et plein d'autres pays, Sénégal, etc., tout en Afrique, et exactement le même problème. Notre problème, c'est que nous sommes juste collés, la frontière contre frontière. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la France dit, ah ben non, c'est la même, hein, on est collés, nous. Ah, les pays africains, ok, d'accord, mais la France, c'est collé. Donc, des Blancs peuvent être colonisés par des Blancs. Et quand je parle de colonisation, ça a été destruction des peuples, ça a été génocide des peuples à l'époque, hein, durant extinction de l'histoire, viol, enfin, tout ce qu'on a comme bondieuserie ou satanisme plutôt qu'on a dans les colonies. Ils ont vécu Lorsque vous les mêmes. parlez de ces massacres, viols et Mm. tout ce que vous venez d'énumérer, c'est ce que les Savoyards ont vécu, c'est ça, Oui, oui, tout lors à de fait. l'annexion. Tout à fait, ça a été une colonisation totale. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, comment se fait-il que, la question est claire, comment se fait-il qu'en 1947, hein, donc on remet les choses dans le contexte, maintenant vous avez vu une petite histoire, un petit contexte historique, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que nous faisons, nous? Je suis quelqu'un qui travaille dans le cadre des droits de l'homme, la défense des droits de l'homme, je suis français, hein, je suis né dans le nord de la France, donc, mais en Savoie, aujourd'hui, il y a 1 million de Français, la population, c'est 1 300 000. Il y a à peu près 200 300 000 Savoyards encore qui restent, mais il y a plus d'1 million de Français, hein, dont je fais partie. Et en fait, ce qui nous interpelle, c'est que la Savoie était donc une colonie. Pour comment on le sait encore en 1947? Le traité de paix de 1947, qui concernait le monde entier. Et c'est le plus haut des traités actuels. Les traités de paix internationaux, il n'y a pas plus haut dans les traités. Ça, vous le savez, hein. Et en fait, l'obligation pour tous les pays, quels qu'ils soient, pour entrer dans l'ONU, il fallait qu'ils décolonisent. Le premier objectif, c'était arrêter les guerres. On a vu ce que ça donnait, hein, bon. Mais, et le deuxième objectif, c'est de décoloniser. Et on a vu comment ça s'est fait, quand ça s'est fait. Et on voit très bien que la décolonisation n'est toujours pas encore terminée, hein. En Afrique, vous êtes les premières victimes, hein. Donc, le franc CFA et toutes ces conneries. Bon. Et en fait, Oui, le franc CFA, les bases militaires, voilà, c'est la France qui décide des leaders qu'il faut placer à la tête de ces États. Et donc, vous étiez en les train de cartes parler d'identité. de 1947. Normalement, il était demandé à ces États représentants de renoncer à leur colonie et ce que la Voilà. France a semblé faire, je mets ça entre guillemets. Mais qu'est-ce qui peut expliquer que finalement, elle a gardé la Savoie? C'est très simple en fait. C'est vraiment, si la Savoie n'avait aucun intérêt pour eux, tout comme les autres pays africains, je veux dire, les intérêts, c'est que des intérêts, hein. Vous savez au niveau de la diplomatie entre les différents pays, pour l'instant, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts, hein.
Bon, on le voit aujourd'hui hein, sur la scène internationale, c'est tellement évident. Et en fait, ben, la France a déclaré toutes ses colonies, sauf la Savoie. Et le problème, c'est que peu de personnes, depuis 1860, en fait, les Savoyards, de génération en génération, bon, il y a eu l'afflux des Français, et après, bon, comme dans toutes les colonies, et après, les gens, on leur a enlevé leur histoire, et les Savoyards, sauf encore quelques-uns, ne savaient même plus qu'ils étaient Savoyards. Et donc en 47, eh bien, ce qu'a fait la France, elle a fait semblant de rien. Et elle n'a rien déclaré. Et ça s'est su, en fait. Et donc, après la guerre, les gens avaient autre chose à penser qu'à avoir des questions de droit international. Donc, en fait, c'était la reconstruction. C'est dans les années. Alors, déjà, il y avait déjà des gens dans les années 40 et même avant qui savaient très bien que ça, c'était une erreur. Mais bon, ils étaient trop minoritaires. Puis en plus, on n'a pas les médias. Hein, vous savez très bien, les médias français sont achetés par 9 milliardaires. Alors, le jour où on passera dans les médias mainstream, hein, c'est donc grâce à vous, on arrive à s'exprimer, mais on sait très bien que ce jour-là, ben, c'est qu'on aura le pouvoir. Donc, bon, mais on y arrive, on y arrive. Alors, donc, ce qui se passe, c'est qu'en 47, elle ne l'a pas fait, et dans les années 90, deux historiens se sont posé la question, se sont dit, mais s'il y avait eu une déclaration, eh bien, la Savoie, parce qu'en fait, le traité, au moment de la guerre, quand la France est entrée en guerre contre l'Italie, le traité de 1960 a été mis en jachère à la Cour pénale internationale, à la Cour de justice internationale, en attendant que la guerre se termine. D'où la remise en place de ce traité en 47, enfin, pour savoir si on le gardait ou pas. Et la France ne l'a pas remis en place. Or, en 1947, eh bien, il était spécifié dans ce traité de paix que tout pays, toute nation qui ne déclare pas son traité avec la date limite de mars 48, eh bien, perdait sa colonie. C'est l'article 44 du traité de 47. Elle perdait sa colonie. La France n'a pas déclaré, elle a perdu sa colonie en 47. Parce que quand on fait une déclaration de colonie, eh bien, ça sous-entend qu'on fait un référendum pour savoir si effectivement, est-ce que vous voulez rester français ou si est-ce que vous voulez reprendre votre indépendance. C'était ça l'objectif. Et évidemment, ça n'a pas été fait. Et cet historien s'est dit, mais il n'y a pas eu ça. Après 47, il n'y a pas eu de référendum, il y a eu ça. Donc, il a tout simplement posé la question à l'ONU en disant, est-ce que vous pouvez me donner, à Genève et puis à New York, est-ce que vous pouvez me donner la copie de la déclaration en 47 de la Savoie? Et l'ONU a répondu, les documents, on les a, ils sont sur le site d'ailleurs. L'ONU a répondu non, il n'y a aucune trace de déclaration du traité. Voilà. Donc, donc en fait, on se rend compte que à partir de là, il y a eu tout un mouvement qui s'est fait en disant la France n'a plus de colonies. Donc dans les années 90, on a dit ça va, la France légale. Alors c'est du plan légal. C'est pour ça que je disais ma fonction, c'est de travailler dans le cadre des droits de l'homme. Je ne suis pas un autonomiste, comme je le précise, je suis français de naissance. Je suis savoyard d'adoption. Et bon, je suis depuis mon enfance ici, mais je suis savoyard d'adoption, mais pas né ici. Mais j'exige de mon pays de naissance qu'il respecte le droit international. Et en tant que président du gouvernement de l'État de Savoie, depuis, bon, maintenant officiellement depuis la déclaration d'indépendance 27 octobre 2023, pardon, eh bien, j'exige que la France reprenne sa position de chevalier, qu'elle reprenne sa dignité partout, pas simplement pour la Savoie, dans le monde entier et pour l'Afrique, etc. Et qu'elle passe par la Savoie en disant, voilà, ok, je mets un genou à terre comme le chevalier, et jamais deux genoux à terre, un genou à terre. Les deux, c'est la soumission. Un genou qui est le droit, hein, vous voyez, comprenez, hein, comme les chevaliers avec l'épée devant la prêtresse, c'est-à-dire la femme qui va adouber le chevalier, la symbolique, elle est très, très importante. La Savoie, eh bien, quand on regarde le drapeau de la Savoie, c'est un écu. Et c'est l'écu de la croix de sa voix, de la voix du cœur, de la voix du Christ, parce que c'est un pays chrétien à l'origine. Donc, il faut retrouver cette christianité, ce cœur que la France peut retrouver par dignité, pour dire, OK, c'est comme ça me fait peut-être très mal, je vais perdre ceci, cela, mais je vais tellement regagner en dignité et tellement regagner en confiance. Lorsque la France regagne sa confiance, ce n'est pas une question de fric, toujours, je vais perdre ceci, je vais perdre ça. Non, non, je vais gagner.
Et en gagnant, et j'en parle beaucoup avec vos compatriotes africains. Évidemment, là, on revient donc sur le modèle économique français qui est finalement basé sur l'exploitation des colonies, sinon des anciennes colonies. Mais ma question, c'était aussi de savoir, depuis 1860, l'annexion donc de la Savoie par la France, vous déclarez l'indépendance en 2023. Ça veut dire que vous êtes resté longtemps avec la France. Qu'est-ce qui peut expliquer finalement cette revendication, cette envie d'être indépendant simplement parce que la France n'aurait pas garanti le niveau de vie qu'il fallait ou que se passe-t-il concrètement? Non, non, là, dans notre démarche aujourd'hui, elle est purement juridique. C'est d'abord, il y a un fait. On a une maison, on a tous les papiers, on a payé, il y a eu tous les impôts, il y a eu tout ce qu'il fallait, et on a les clés. Et les voisins d'à côté, parce qu'ils sont plus nombreux, hein, la Savoie c'est 1,3 million, la France c'est 67 millions, c'est pas la même chose. Hein, et puis, eh bien, ils viennent prendre la maison, ils s'installent dedans par le biais de la force, hein, c'est le principe des colonies. Hein. Donc, et puis on dit voilà, tu dégages, moi je prends le leadership de ta maison parce qu'elle elle est belle, bon voilà, et puis voilà. Nous, mis dehors, on dit mais c'est pas normal. Donc on va utiliser tout ce qu'il faut en droit pour récupérer notre bien. On est exactement dans la même situation là. Aujourd'hui, la démarche que l'on a aujourd'hui, c'est une démarche purement factuelle en droit. On fait que du droit. D'abord, vous redonnez la légitimité du pays qui est millénaire, qui s'appelle la Savoie. D'ailleurs, un pays qui est beaucoup plus vieux que bon nombre de pays qui sont actuellement signataires de l'ONU, dans les 193 pays, je ne sais plus, hein, 93 ou 94. Donc, enfin, nous, on serait le 14e. Et en fait, beaucoup plus légitime au niveau historique. Il y a plein de pays qui sont très jeunes. Hein, je ne parle même pas de certains pays qui essaient de devenir, tels que le Kosovo, etc. En fait, nous réclamons simplement le droit. Moi, je suis là pour aider les concitoyens savoyards à récupérer leur maison, leur habitation, leur pays. C'est tout, déjà. Une fois que ceci est fait, après, on va discuter politique. Parce que là, effectivement, la politique française, enfin, nous, moi, évidemment, j'aime la France aussi, hein, comme tous les pays. D'ailleurs, je voyage pas mal et particulièrement beaucoup en Inde et j'aime beaucoup le pays. Là, je dis que ce pays, les Savoyards doivent retrouver, ou Savoisiens doivent retrouver leur pays, la France doit partir. Elle doit respecter le droit international, c'est tout bête. Après, évidemment, la, la France ne perdra rien. Elle ne perdra rien parce que évidemment qu'on va continuer à avoir les échanges, évidemment qu'il y aura l'eau, évidemment qu'il y aura tout ça. Mais par contre, ce sera sous d'autres conditions, c'est-à-dire ce ne sera pas sous les conditions arbitraires qu'elle a partout, qu'elle a mis partout, enfin que ces gouvernements successifs où ils sont arrivés, ils ont taxé tous les pays et ils ont pris que de l'or, des matières premières, de l'eau, enfin tout ce qu'il fallait, et puis après deviennent riches sur le dos des autres. En fait, vous Donc êtes en il faut train de nous dire que finalement, la France se comporte ou s'est comportée de la même manière en prédatrice, c'est ce qu'il faut dire. En fait, Mhm. Bien profitant des sûr. matières premières et tout ce qu'elle a trouvé dans les anciennes colonies, et c'est ce qu'elle fait aussi avec la Savoie. Mais exactement. Et en fait, je vais prendre par exemple des points qu'elle ne peut pas faire, par exemple, en Afrique. En Afrique, elle a mis sur pied le CFA. On ne va pas reparler du CFA, on est là pour parler de la Oui, tout à Savoie. fait, oui. Oui. Mais en fait, vous connaissez le sujet bien mieux que moi et en plus, vous le subissez. Mais en fait, ici en Savoie, la Savoie est un pays riche. Les Savoyards sont relativement aisés. Enfin, en tout cas, ça commence à baisser justement à cause de la France. Relativement aisés. Donc, on peut leur prendre des impôts. C'est vachement intéressant. Donc, on les prend, on les impose au maximum. On leur met des radars. Parce que ça, c'est pas un sujet anodin. Les radars, il y en a partout. On ne peut plus circuler sans avoir un PV. Mais les Les radars, PV, tout ça, pourquoi? Pour surveiller. eux, ils surveillent rien du tout. Il y a la gendarmerie pour ça, c'est leur boulot. Non, ils sont pas là. Là, évidemment, la bonne excuse, c'est pour surveiller. C'est comme les trucs faciaux, hein, tous ces trucs-là, à la chinoise, c'est pour surveiller pour soi-disant notre sécurité. Comme je sais plus qui est-ce qui disait ça, je sais pas si c'est Einstein, mais qui disait quand un peuple demande la privation de liberté pour sa sécurité, il ne mérite ni l'un ni l'autre.
Et en fait, on en arrive là. Donc après, bon, la tarte à la crème des radars partout pour surveiller la sécurité, c'est absolument faux. Et quand quelqu'un, vous savez, en France, par exemple, 80% des PV, c'est des dépassements de vitesse de moins de 20 km. Donc, c'est une manne financière qui rapporte des milliards. Donc, ça, on le fait ici. C'est l'histoire des péages. On ne peut pas faire 100 km ou 50 kilomètres sans avoir une pièce à mettre dans les compteurs. Enfin, alors, tout ça, c'est illégal. Alors, les impôts sont à 75% d'impôts, alors que nous, on va mettre les impôts à 22%. Enfin, vous voyez, c'est totalement différent. Donc, la France est en train de ruiner la Savoie. Elle ruine les entreprises, elle ruine les individus, elle nous prend tous nos droits au niveau du travail, au niveau de la liberté d'expression, au niveau de la justice. La justice est totalement corrompue, enfin, à 80% corrompue, parce que heureusement, il y a des juges encore qui sont intègres, mais ils se jugent entre eux, donc peu importe. Les réseaux de pédocriminalité aussi, on n'en parle pas, j'irai pas trop loin là-dessus, mais il y en a aussi évidemment pas mal ici. Enfin, et on a toutes ces adresses, on a tout ça, ils savent qu'on sait, y compris dans le milieu justement de la magistrature. Donc en fait, on se retrouve avec un système qui est totalement corrompu, une justice qui ne se fait plus, qui est aux ordres on va dire de l'exécutif. Il y a plus de respect de rien. Donc ce que l'on voit, ce que vous assistez en France là, nous on le subit. Mais on a une chance que n'ont pas pour l'instant les Français, c'est que les Savoyards peuvent dire non à ça dans le cadre du droit international. Donc on réinstalle le gouvernement, une plateforme qui permet à tous les Savoyards de justement dire, voilà, on dit non, on a le droit de dire non. Vous voulez envoyer nos enfants en Ukraine avec le personnage, là, je n'ai même pas envie de dire son nom, pas tellement, je pense qu'il Enfin, y a jamais eu vous êtes en personne qui train de était vouloir parler, vous parlez d'Emmanuel Macron, c'est ça? voilà, mais qui est en train de préparer d'envoyer des jeunes en Ukraine pour aller se battre contre la Russie. La Russie est un pays frère. La Russie est un pays qui a sauvé la France et du temps de Napoléon aussi, etc. C'est un pays qui a apporté, après la guerre en 46, de la nourriture parce que les Français mouraient de faim. Donc, et plein d'autres choses. On a un partage culturel avec la Russie qui est énorme. Moi-même, en tant que représentant donc, de la bannière de la paix qui vient de Russie et qui est un traité, un protocole de la Haye de 1954 que tous les pays ont signé. Et là, on va envoyer des Français pour aller taper sur un pays qui a perdu plus de 20 millions d'hommes pour combattre le nazisme. C'est la Russie qui a vaincu le nazisme. Et aujourd'hui, on va aller soutenir un régime nazi qui est le régime ukrainien. Non, mais on est tombé sur la tête. Et comment est-ce que et qu'est-ce que c'est que ces personnages qui sont à la tête des États? Bon, on sait très bien d'où ils viennent, hein, World Economic Forum et les Young Leaders, etc. Donc ça, aujourd'hui, Mais il faut dire puisqu'on non. parle déjà d'Emmanuel Macron, en fait, quelle est donc actuellement la position de la France face à votre déclaration de l'indépendance? Alors, c'est très intéressant parce qu'en fait, euh, on remet encore une fois les choses en contexte. Depuis 1860, la France est tellement sûre que la Savoie lui appartient que d'abord on les découpe en deux, hein, divisés pour mieux régner. On en fait des hauts savoyards et des bas savoyards. Hein, sous-entendu, les hauts sont meilleurs, évidemment. Enfin, je veux dire, tout ça dans l'imaginaire, c'est comme en Belgique avec la Flandre et la Wallonie. Enfin, c'est comme ça partout. Et en fait, la France, de deux choses l'une. Ou nous avons tort, auquel cas, on relève d'articles du Code pénal. En France, le Code pénal, en l'occurrence, ce serait l'article 410, qui fait état de sécessionniste. C'est-à-dire que si nous avons tort, moi, ça fait 5 ans que j'ai pris en main ce dossier. Je vais dans les tribunaux, je dis aux tribunaux de Savoie, évidemment, pas de France, évidemment. Hein. Donc, dans tous les tribunaux, je leur dis, fort de l'assurance juridique du droit international, vous sortez d'ici, je prends la parole sans avoir à la demander, vous sortez d'ici et en fait, parce que vous êtes en train de violer le droit international et vous le savez. C'est comme si la France allait, les juges français allaient faire leur justice en Italie ou en Suisse ou dans les pays limitrophes ou en Espagne, peu importe. Donc en fait, là, on se retrouve avec des juges qui me regardent, qui se lèvent, et procureurs aussi, et qui se lèvent et s'en vont. Dans tous les tribunaux, je l'ai fait une dizaine de fois. Ça montrait bien en fait que nous avions raison.
vous pensez bien que si on avait tort, je sortais du tribunal, les menottes derrière le dos et en garde à vue. Et d'ailleurs, au départ, les policiers me disaient, attendez, on ne comprend pas pourquoi ils ne vous demandent pas de nous arrêter. Nous ne demandent pas de vous arrêter, pardon. Et en fait, montrant qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Et que, par exemple, en 2009, quand il était question de fermer, pour une histoire plus ou moins, soi-disant d'économie, pour fermer les tribunaux ici, les juges, les premiers, en 2009, ont utilisé le traité de 1860 en montrant qu'effectivement, dans le traité, il était marqué que c'était impossible d'interdire. Donc la France, qu'est-ce qu'elle fait à partir de là pour répondre à votre question? Eh bien, la France, elle ne fait rien. Parce que donc on pratique l'omerta. Vous savez comment ça marche? Le mépris, l'oubli, l'ignorance, hein, qui sont à la base de la violation de tous les droits. On ne fait rien parce que s'ils avaient raison, pas de problème, ça se termine tout de suite. Donc on avait tort, on va en prison. OK. S'ils ont tort, ils n'ont pas intérêt à faire quoi que ce soit. Alors, il y a des brimades, on nous prend de l'argent, on bloque mes comptes. Moi, j'ai plus de compte en France, c'est plus possible qu'ils me bloquent tout. J'ai plus de voiture, enfin, j'ai une voiture, mais elle m'appartient plus. J'ai pas de maison. Enfin, dès que j'ai Oui, ça, mais dès que j'ai un bien, ils me le prennent. Monsieur le Président, lorsque vous dites que vous n'avez plus de compte en France, c'est pour ainsi dire que finalement l'indépendance de la Savoie est actée, c'est-à-dire là, vous n'êtes pas en France, c'est ça? Nous ne sommes pas en France et nous refusons de payer les impôts français. Enfin, tous ceux qui nous rejoignent et qui ont compris en fait, hein, mais ça va se faire de plus en plus. Eh bien, on ne peut plus. Moi, quand je fais une facture d'électricité, je paye la facture d'électricité de ma consommation, mais plus les taxes françaises. Il y a toujours la TVA française, etc. Donc, en fait, ce que je veux dire, la réponse de la France est claire et ça avance très vite. Paradoxalement. En fait, nous, évidemment, notre travail, c'est de demander la négociation. Vous voyez le bâtiment qui est derrière moi, c'est le siège du gouvernement de la Savoie, là où je devrais vous parler maintenant. Or, ce bâtiment est pris par la République française. C'est un squattage de bâtiments. D'ailleurs, on est en train de leur préparer, dans le cadre du droit international et du tribunal arbitral, on est en train on prépare tout ça, justement parce qu'on a un gouvernement, un loyer qui va leur être demandé depuis le 27 octobre 2023 pour occupation illégale. C'est comme si on occupait l'Élysée ou le bâtiment Là, c'est notre lieu. C'est pour ça que je l'ai derrière moi. C'est le siège du gouvernement de l'État de Savoie, qui est actuellement occupé par la préfecture de Haute-Savoie. Et la statue qui est juste à côté, hein, à côté de moi, là, ici, eh bien, cette statue, c'est la statue de Joseph de Maistre. Joseph de Maistre, qui est un grand personnage, très connu d'ailleurs dans les mouvements philosophiques et littéraires et initiatiques. Et ce grand personnage, en fait, est l'un des pires pourfendeurs de la République, enfin de la déclaration de la République française la Révolution française particulièrement. Et d'ailleurs, il a dû s'exiler à Saint-Pétersbourg, en Russie. Encore une fois, bienvenue à la Russie. Donc les liens qui sont très proches avec la Russie. Donc il a dû s'exiler pendant 17 ans à Saint-Pétersbourg. Et Sinon, il lui maintenant coûte que cher. vous avez refusé de payer les impôts, qu'est-ce que ça vous coûte? Parce que ça me rappelle évidemment l'histoire des matuanistes chez nous au Congo-Brazzaville. C'était pareil, où les corbeaux qu'on les appelait, les matuanistes, ne voulaient pas payer les impôts parce qu'ils estimaient que c'était une exploitation. Hmm. Maintenant que vous avez refusé de payer les impôts, aucune Ben, en fait, conséquence? ouais, la conséquence, en fait, oui, pourquoi la France ne répond pas? L'omerta totale, donc le mépris dont je parlais. Elle ne répond pas parce que si elle sait qu'elle commence même à vouloir nous contrer et dire que c'est pas vrai, ils vont être obligés de prouver que c'est pas vrai. Donc, en droit, ce qu'on dit in limine litis, on répond d'abord dans les faits avant de faire loi, avant de faire droit. Donc, d'abord répondre si ce qu'on dit c'est faux. Si ce qu'on dit est faux, ils sont mal. Donc, ils ne peuvent pas répondre. Et comme ils savent que c'est vrai, ben, ils préfèrent le silence parce que, comme c'est vrai, ils vont être obligés, évidemment, de déclarer la Savoie en tant que colonie et de réparer derrière. Or, pour l'instant, ils poussent pour ça que je parlais de mes comptes, etc. Enfin, ils font tout pour nous empêcher de parler. Donc, nous bloquer sur le plan physique, pour nous bloquer sur le plan matériel, etc. Donc en fait, là, aujourd'hui, nous, on agit en tant que gouvernement. On leur dit tant pis, on avance, vous bougerez quand on vous touchera l'argent. Et c'est ce qu'on est en train de faire. On ne paye pas d'impôts de plus en plus, maintenant ça rentre, etc. Ça commence à bloquer le système. Et là, ils vont être obligés de réagir.
Ça aussi veut avec dire que vous avez opté pour une stratégie de provocation, c'est ça? Et vous n'allez pas vous arrêter là. Après, vous allez procéder des plaques probablement. d'immatriculation, tout ce qui est en droit. En fait, on est en train, dans cet état, c'est pour ça que ça prend un certain nombre de mois. Vous savez, on a dépensé depuis la déclaration à peu près 500 euros en lettres commandées pour que toutes les administrations françaises en Savoie soient informées et qu'on entame les négociations. Donc là, aujourd'hui, notre travail en tant qu'État, c'est d'entamer les négociations. Après, le peuple sera consulté par référendum, pas par élection. Jamais. Par référendum. L'élection est une illusion républicaine pour faire croire aux gens qu'ils ont le pouvoir. Mais on donne le pouvoir, comme dirait notre ami Bruno Étienne Chouard, on donne notre pouvoir à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre est corrompu, donc on n'a plus de pouvoir, on perd tout le pouvoir. Donc c'est la belle tarte à la crème, arnaque de la République française. Nous, on parle de référendum citoyen. C'est-à-dire qu'après, les gens auront, quand ils sauront ce qui se passe, parce que la majorité des gens ne sont pas encore au courant, on n'a pas les médias mainstream. Donc les gens, ils croient que ce qu'il dit à la télé. Et donc les chaînes classiques et la presse classique qui est tenue aux mains des milliardaires. Donc en fait, nous, on passe et on passera simplement quand tout touchera l'argent. Donc c'est Oui, une mais révolution pardon, vous parlez de l'argent. non Euh, violente. Mhm. Puisque vous avez dit tout à l'heure que la France continue à prélever les taxes, en fait, les impôts. Comment faites-vous pour financer votre fonctionnement, le fonctionnement de votre gouvernement? Alors, le fonctionnement du gouvernement, pour l'instant, évidemment, on n'a pas l'argent public, hein. Donc, c'est notre équipe. Bon, par exemple, aujourd'hui, le gouvernement, c'est 22 personnes au gouvernement, hein. Si vous regardez un peu sur le site, je ne sais pas si vous pouvez le mettre tout à l'heure en lien, mais donc c'est Oui, oui. savoie-gouv.org, c'est facile, hein, savoie-du-6 gouv.org. Et lorsque vous regardez le site, il y a des gens sur le site, mais tout le monde n'y est pas, hein, loin de là. Mais bon, c'est histoire de montrer un petit peu comment on fonctionne, mais on est 22 personnes au gouvernement. 22 personnes, plus en tout, globalement, tous les collaborateurs, on est une centaine de personnes travaillant pour l'État de Savoie. Actuellement, totalement bénévolement. Totalement bénévolement. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de retraités quand même, hein, j'en suis un, qui consacrent en fait notre retraite à cette cause, une noble cause, et de l'indépendance. Et en fait, le financement, ben, c'est des dons. Ce sont des personnes qui font des dons. Ce sont des personnes qui viennent à nos réunions et puis qui payent. Enfin, je veux dire, on fonctionne comme ça pour l'instant. Et on a des lignes de dons qui sont en train d'arriver maintenant, qui sont importants, avec lesquels on travaille. Bon, là, évidemment, ce genre de trucs qu'on dit en public. Mais effectivement, ce sont des dons, en fait. Ce sont des personnes qui nous donnent de l'argent et qui payent des services. Bon, on a aussi, par exemple, on fait les cartes d'identité, les permis de construire, que de conduire. Bon, là, on est sur l'action des plaques d'immatriculation, hein, parce que les plaques d'immatriculation, c'est notre fichier à nous. Il n'y a plus de flashage avec les radars, parce que ils sont en train de nous user avec cette histoire de radar. Mais partout en France, hein. C'est catastrophique. C'est des tas de gens qui se suicident, ils perdent leur boulot, ils divorcent. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose d'énorme. C'est Mais, catastrophique. Donc, est-ce qu'on peut penser, Monsieur le Président, que la structure étatique est complète, c'est ça? Toutes les institutions existent et ça fonctionne. Et quelle est votre oui, relation avec la population? Tout à l'heure, vous disiez que c'est une population de plus d'1 million d'habitants. il y a 1 Est-ce que 300 000. d'abord la structure étatique est complète? Oui, alors la structure étatique est complète, hein. Ben, vous verrez, hein, sur le site, hein, l'intérieur, la justice, l'instruction, les transports, ça. Donc en fait, les affaires étrangères et compagnie, les ambassadeurs. Donc la structure est complète. Évidemment, elle évolue de jour en jour, hein, ça c'est sûr, hein. Mais et elle se professionnalise de jour en jour. Je parle aussi des entreprises, des finances. Enfin, donc on a à la tête de ces ministères des gens qui sont vraiment des spécialistes. Et c'est intéressant de montrer que, par exemple, dans la fiscalité, c'est un fiscaliste international. Donc c'est quelqu'un qui connaît très très bien, et d'autres aussi, hein. On a plein de gens autour. Donc on est en train de drainer, mais pour l'instant, de façon bénévole, parce que ce sont des gens qui croient à ce qu'ils font. Ils ont cette vision en disant on va y aller. C'est comme quand vous travaillez dans une radio ou je sais pas, une télévision, comme maintenant au niveau de la presse, et que vous le faites, vous donnez de votre temps parce que vous croyez que c'est important.
Et évidemment, après, dès que l'argent arrivera, évidemment, c'est sûr qu'il y aura des indemnités, ce qui est la moindre des choses. Mais pour remercier le travail aussi. Mais par contre, pour l'instant, nous avons très très peu de moyens. Mais on avance beaucoup et les courriers dont je parlais tout à l'heure, les lettres commandées aux administrations, entre autres au niveau de la justice, commencent à porter leurs fruits parce que ils sont obligés maintenant, y compris dernièrement le procureur de Chambéry, qui maintenant s'adresse au président légalement déclaré du gouvernement de l'État de Savoie. Donc toutes ces choses-là montrent des reconnaissances qui font qu'ils vont être obligés de négocier comme ça parce que la reconnaissance fait que. Mais ça va leur coûter très cher dans un premier temps. C'est ça pour ça qu'ils ne font rien. Ça rapporte tellement tout ce que de la Savoie. Donc là, bah, il va falloir après renégocier, mais il faut le faire, c'est comme ça, c'est tout. Et en fait, ce que je veux bien expliquer, c'est qu'il ne s'agit pas d'un combat autonomiste, un combat d'idées. Non, nous, on estime que la Savoie, c'est ceci, c'est mieux que les autres, etc. Non, pas du tout. Il s'agit simplement de retrouver la maison, parce que la maison elle n'est pas à eux, puis c'est tout. Alors, Monsieur le Président, on va terminer puisque l'heure est la fin. Le 27 octobre 2023, vous prononciez votre déclaration au nom du peuple de la Savoie. Mhm. Quelle est votre relation avec ce peuple? Voilà. Intervient-il? Est-ce qu'il y a l'implication de la population, des Alors, il y a, Savoyards, j'allais dire, à votre activité? donc, si on remet les choses dans le contexte, nous n'avons pas les médias. Donc, pour une population même aussi faible que pour une nation d'1,3 million, il faut quand même des médias. Les médias, non seulement nous ne l'avons pas, mais en plus, ils nous sont opposés, évidemment. Ce sont des médias français. Le colonisateur qui paye tous les médias va pas en plus nous aider à nous décoloniser. Donc, aujourd'hui, il y a un gouvernement qui est un gouvernement que souvent certains disent autoproclamé. Alors, effectivement, c'est un gouvernement autoproclamé et on le revendique. Parce que l'autoproclamation veut dire que ça vient de la base et que ça vient du peuple. Donc nous avons effectivement un gouvernement autoproclamé par le peuple eux-mêmes. Donc nous sommes constitués de gens de la base. Alors il y a toutes les professions, hein, dans le monde agricole, économique, industriel, etc. Moi je viens du monde enseignant. Donc en fait C'est un on a tout. peu comme le droit à l'autodétermination, c'est ça que vous êtes en C'est train de... exactement ça, le droit à l'autodétermination des peuples. Donc les peuples ont dit, voilà, c'est bon, on est au courant de quelque chose. Évidemment, peu de personnes l'est. Et donc ceux qui le sont se rassemblent, c'est ce qu'on a fait. Et on fait depuis 5 ans maintenant des rencontres nationales donc, concernant toute la Savoie et pour inviter tout le monde. Donc peu à peu les gens arrivent, mais vous vous doutez bien que n'ayant pas les médias, non seulement qui sur la place publique, et qui en plus sont contre nous, il est très très difficile de passer l'information. Donc on est obligé de passer l'information par le monde administratif. Donc on passe par l'administration, on fait des réunions publiques, on fait des réunions aussi, comme là maintenant, par le biais des médias, et c'est comme ça qu'on est en train d'avancer. Alors, évidemment, on avance beaucoup moins vite, mais le jour où, et c'est très facile, le jour où les médias mainstream feront ce que l'on fait maintenant avec R7, et puis d'autres, du jour au lendemain, la grande masse qui est abreuvée et biberonnée aux médias publics, ben, évidemment, d'un seul coup, dire ah bonjour Monsieur le Président, bonjour le gouvernement, bonjour Monsieur le Ministre. Mais pour l'instant, notre travail, c'est un travail de longue haleine où on est en train de montrer l'information. Mais c'est un travail du peuple. Nous sommes un gouvernement du peuple. On reprend les affaires en main et on a le droit avec nous. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Voilà. Merci Thierry Bécaud, vous êtes président de l'État de Savoie. En tout cas, merci d'avoir été avec nous sur R7. Je vous remercie pour votre interview et puis j'espère à bientôt. Et puis en tout cas pour l'Afrique, moi si un jour on peut se rejoindre pour parler un petit peu de ce que l'on est en train de faire, notre collaboration avec l'Afrique, ce sera vraiment un très bon moment. Et bravo à l'Afrique pour ce qu'elle est en train de faire, que l'Afrique puisse se libérer et maintenant montrer l'exemple. Voilà. Merci, merci Monsieur À bientôt. Thierry Bécourt. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis, comme d'habitude. Je vais simplement vous rappeler de ne jamais oublier de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo. Aidez-nous donc à partager massivement cette interview
et dites-nous en commentaire ce que vous pensez du sujet que nous avons abordé aujourd'hui. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci. Au revoir à tous. Merci à vous. Au Merci. revoir.